À la une du débrief aujourd'hui, la taxe GAFA, mais également un projet géant dans le futur de la santé ou encore une agence contre les manipulations étrangères. Ça fait partie des sujets qu'on va traiter donc avec Christophe Honnête, président de l'entreprise de deep tech d'Athena, conseiller principal chez Apax Partners, un fonds européen de private equity, et également en visio Bernard Benamou, fondateur et secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique ISN. Bonjour à tous les deux. On va commencer par cette taxe donc de 15% sur les profits des 100 plus grandes entreprises du monde qui a été décidée par le G7 Finance. Alors G7, on rappelle peut-être les pays du G7, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada, le Japon et l'Italie. Et évidemment, dans cette taxe, ce sont les géants américains surtout qui sont visés par cet impôt mondial. Christophe Honnête, est-ce qu'on est là face à un changement historique ? Oui, je crois qu'on peut qualifier ce changement d'historique. Ça fait partie de décisions de gouvernance mondiale qu'on attend et finalement qu'on voit se réaliser. Et c'est vrai qu'il y a une période et une fenêtre d'opportunité, si je puis dire, pour le faire, puisqu'il y a un certain nombre de tabous qui sont tombés, le monde est devenu keynésien, la taxe n'est plus tabou, il y a un contexte où... Il y a l'arrivée de Joe Biden aussi. Les États veulent récupérer de l'argent, il y a effectivement une inéquité fiscale qui est flagrante et qui est accélérée par le e-commerce, la digitalisation qui fait qu'il y a un découplage entre là où sont faits les profits et là où ils sont engrangés d'une certaine façon. Et puis, effectivement, une focalisation sur les GAFA qui, aujourd'hui, ça devient absolument évident, ont acquis un statut quasiment supranational qui a fini par, je dirais, agacer un certain nombre de personnes, et même aux États-Unis, a rassemblé à la fois les démocrates et les républicains pour pouvoir les réguler plus fortement. Donc toutes ces conditions ont été réunies pour faire cette annonce, et je pense qu'il faut le saluer, parce que c'est aussi, même si cette taxe de 15% peut paraître assez limitée, car elle se situe juste au-dessus d'un certain nombre de paradis fiscaux en matière de taux, on a quand même là une décision qui est majeure, et on sait très bien que si on se met d'accord sur une assiette large et un taux minimal, on pourra après éventuellement l'augmenter. Bernard Benamou, on l'attendait depuis longtemps cette taxe finalement. On l'attendait depuis longtemps et il faudra quand même attendre qu'elle nous soit confirmée par les instances suivantes, et en particulier évidemment le G20 et surtout le CDE. Donc tout ça donnera lieu malgré tout à une intense campagne de lobbying de la part effectivement de ces GAFA. Donc il faut pas penser que la chose est arrivée, mais surtout pour nous Européens, ça nous remet en question sur ce qu'était effectivement le manque d'harmonie fiscale entre les différents pays européens, à savoir en particulier effectivement le Luxembourg et surtout l'Irlande. Alors c'est vrai que sans les Américains, on n'y arrivait pas de toute façon, a priori. C'est le paradoxe de la situation, c'est que c'est le leadership américain qui va faire que l'Europe va probablement arriver, on l'espère, à résoudre un de ces problèmes qui était quand même de balayer devant sa porte, à savoir du dumping fiscal au sein même de l'Union européenne, et qui crée beaucoup de distorsions. Donc de ce point de vue, c'est une excellente nouvelle, mais c'est aussi, on peut regretter qu'il ait fallu attendre le leadership américain pour pouvoir s'attaquer à ce problème, parce que tous ces sujets fiscaux, de souveraineté et autres, la bonne échelle, c'est l'échelle européenne. Bernard Benamou, je voulais vous faire réagir à la réception de cette annonce par les GAFA, qui est plutôt officiellement hyper positive. Alors moi, j'ai noté chez Facebook qu'on souhaitait la mise en œuvre d'une telle réforme depuis longtemps, ou encore chez Amazon que c'était une étape bienvenue dans les efforts à apporter à la stabilité d'un système fiscal mondial. Je crois que pour eux, les questions fiscales, aussi importantes qu'elles soient en termes de revenus pour leurs actionnaires, sont les questions les moins inquiétantes, parce qu'ils savent que ça prendra du temps, et ils savent que ce n'est pas ce qui remet directement en cause leur modèle économique. Donc, d'une certaine manière, accorder aux États une plus grande, je dirais, marge de manœuvre au niveau fiscal fait partie des choses qui ne les inquiètent pas. Et donc, d'une certaine manière, il est normal qu'à minima, sur les 15% dont nous parlons, ils soient effectivement d'accord. Nous verrons, dès qu'il sera question d'aller à 20, 21, voire peut-être un jour au-delà, nous verrons effectivement le type de réaction, cette fois-ci non officielle, mais de lobbying, qu'ils déploieront à Bruxelles et à Washington. Une réaction, David Gurley, sur cette actualité fiscale mondiale ? Oui, il était temps. Il était temps qu'en fait, on mette en place ça. En fait, je pense que ce que j'ajouterais à ce débat, c'est que ce soit Facebook, Apple ou Microsoft, ils avaient peur que
les décisions soient prises d'une manière unilatérale. C'est-à-dire que la France ou l'Allemagne ou que l'Angleterre prennent des décisions de taxation dont ils étaient donc obligés d'obéir. Et pourquoi ils sont très contents avec ça? C'est parce que maintenant, c'est partout pareil. Donc, ils savent que les États-Unis, donc leur gouvernement est avec eux. Au lieu d'aller débattre avec Bruno Le Maire et avec son équivalent en Allemagne, etc. Donc, cette mutualisation de taxes, en fait, ça les arrange d'un côté. On va, merci beaucoup. On doit enchaîner avec beaucoup de sujets, David Burlet, et y compris ensemble après pour la grande interview. Alors, dans l'actualité, on a aussi en France le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, Stéphane Bouillon, qui a annoncé la création d'une agence nationale de lutte contre les manipulations de l'information en provenance de l'étranger. Alors, ce service, il verra le jour en septembre. Il devrait mobiliser 60 personnes, Bernard Benamou. Bon, l'enjeu, c'est quoi? C'est l'échéance de l'élection présidentielle en France. Évidemment, ça nous rappelle effectivement les travaux qui avaient été menés sur la loi contre les fake news. Alors évidemment, cette agence a déjà fait parler beaucoup d'elle sur le mode est-ce que nous ne sommes pas en train de recréer un ministère de la vérité orwellien? Non, moi je pense effectivement qu'il est nécessaire d'avoir des moyens techniques pour combattre les ingérences étrangères qui se font de plus en plus violentes, y compris même récemment sur la campagne vaccinale, en essayant de déstabiliser les opinions publiques par rapport à ça. La question, c'est effectivement les moyens qu'on lui donnera, et surtout, plutôt que de faire, puisque vous le rappeliez, quelque chose en perspective, comme la loi fake news, en perspective effectivement de l'élection, est-ce qu'on peut mettre en place de vrais dispositifs en amont pour éviter que les modèles économiques toxiques que l'on a pu voir aux États-Unis de micro-targeting, donc effectivement de publicité ciblée, puissent être progressivement moins attractifs pour les acteurs en question. Et ça, c'est la vraie question pour les temps qui viennent. C'est-à-dire, est-ce que l'on peut rester sur ce modèle où on est capable justement de déstabiliser les opinions, de faire développer des théories du complot à l'échelle de pays ou de continents entiers, comme c'est le cas aujourd'hui. Je pense que c'est ça la vraie question qui se posera dans les temps qui viennent. Et selon vous, il faudrait interdire les publicités ciblées de la part de partis politiques, par exemple? C'est intéressant parce que Facebook, immédiatement après le 6 janvier, après donc l'invasion du Capitole, avait renoncé à la publicité politique ciblée, donc avait arrêté effectivement de vendre de la publicité politique ciblée, pour la réinstaurer quelques semaines plus tard. Est-ce qu'il faut l'interdire, ce modèle économique? Je n'irai pas aussi loin, je dirais qu'il faut le rendre beaucoup moins économiquement je dirais, oui, économiquement et structurellement attractif pour des sociétés comme Google ou comme Facebook. Et effectivement, pour l'instant, on ne le remet pas en cause. C'est ce que disait Snowden il n'y a pas très longtemps. La question, ce n'est pas la gestion des données personnelles, c'est comment on les extrait et est-ce qu'on doit les extraire jusque dans ces détails les plus pointus par rapport aux individus pour faire de la publicité. Je rappellerai que Bertelsmann, le patron de Bertelsmann, le groupe allemand de presse, avait dit qu'on pouvait très bien faire de la publicité sans être obligé d'ultra cibler la publicité. Donc oui, je pense qu'il faudra au niveau européen une réaction par rapport à ça. Donc s'attaquer au fond du problème, parce que là, cette agence, pour vous, c'est plutôt une réaction a posteriori, si j'ai bien compris. Christophe Honnête, un mot? Oui, je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'analyse doit être faite au niveau européen, là aussi, pour pouvoir, dans l'effort de régulation qui est fait, mettre des garde-fous à ce pouvoir absolument gigantesque qu'ont les acteurs du numérique pour pouvoir éventuellement déstabiliser des États. Donc là, on a une réaction. Et il faut en parallèle avoir une approche plus proactive. C'est ce que la Commission européenne fait avec le DSA et le DMA. Alors, je ne sais pas si l'information très nationale est arrivée jusqu'aux oreilles des GAFA outre-Atlantique. Qu'en pensez-vous? C'est un sujet qui leur fait très peur. Parce qu'en fait, c'est la capacité d'influence des populations? Exactement. Parce qu'ils savent très bien que c'est quelque chose à double tranchant. Et si jamais ce n'est pas contrôlé correctement, ça met en danger leur business model, qui est vraiment faire de l'argent sur la publicité ciblée en vraiment récupérant les données de tous les utilisateurs. Donc, pour eux, encore une fois, la régulation de ce côté-là, c'est très, très bien, parce qu'ils peuvent se mettre derrière ça et dire, vous voyez, maintenant, il y a des institutions qui sont là, qui font la régulation. Nous, on continue à faire notre métier. Il faut faire la publicité ciblée, ils vont le dire, parce que c'est comme ça qu'on sert mieux les individus. Et à mon avis, ils vont vraiment aller avec les institutions pour là-dedans, parce que ça les arrange. Bernard Benamou, juste une dernière question à ce sujet. Est-ce que ça marche de créer quelque chose au niveau français
Je pense qu'on ne doit pas, cela a été dit à l'instant, on ne doit pas réfléchir uniquement au niveau national, mais on ne doit pas s'empêcher de réfléchir au niveau national. Je pense qu'effectivement, il nous faut acquérir une compétence. Quand je dis une compétence au niveau de l'État dans ces domaines. Donc oui, effectivement, c'est important de commencer là-dessus, mais est-ce qu'il faudra une agence et une action et une régulation À l'instant, il était question effectivement des textes européens, DSA, DMA, on pourrait rajouter DGA, Data Governance Act, sur les data brokers, mais je pense qu'effectivement, il faudra aussi effectivement revenir sur les fondamentaux de ces sociétés. À l'instant, il était question de la remise en cause de leur modèle économique. Je pense qu'on ne pourra pas effectivement rester sur un modèle économique du micro-ciblage de façon longue. C'est devenu économiquement et politiquement beaucoup trop toxique. Alors, autre actu, c'est le lancement officiel de la société commune en France pour accélérer le progrès en santé numérique, donc par Capgemini, Generali, Orange et Sanofi. Christophe Honnête, déjà, est-ce que ça vous semble être un bon positionnement là ? Oui, je crois que c'est un bon signal, puisque la crise sanitaire nous a clairement montré qu'on avait besoin de plus d'innovation en la matière, que cette innovation dans les domaines liés à la santé, à la digitalisation des processus médicaux, à la santé en général, eh bien, nécessite aussi un accès à du big data pour pouvoir faire les tests et fonctionner. Donc, vouloir créer un écosystème en France, mais là aussi avec une approche européenne, puisque d'abord ça s'appelle Future for Care, donc déjà le nom est un peu européen, même si les acteurs sont quand même plutôt franco-français, ça me paraît une bonne approche et une nécessité. Maintenant, la question que je me pose, c'est quel est le business model de cette co-entreprise ? Est-ce qu'il s'agit... Ils disent qu'ils ne vont pas investir dans les startups, donc il s'agit juste d'un incubateur, et on sait qu'un incubateur sans investir, ce n'est pas rentable. Donc s'agit-il d'une action de responsabilité sociale, si je puis dire, d'acteurs qui ont parfois un peu de crédit à récupérer vis-à-vis des instances gouvernementales voilà, est-ce que ce sera justement... C'est toujours les mêmes acteurs qu'on retrouve derrière ces grands consortiums. On a parlé la semaine dernière ensemble de Bleu. Oui, absolument. Donc ces acteurs-là investissent. Est-ce que ça va durer ? Est-ce que ce sera juste un station F de la santé ? Ou est-ce que ce sera quelque chose de différent ? Voilà, on attend d'avoir un peu plus de détails. Bernard Benamou, cette alliance entre nos géants, visiblement français, Capgemini, Orange, Sanofi, ça vous semble de bon augure pour accélérer sur la santé en France ? Et il en restait un, Generali, l'assureur. Et je dirais qu'effectivement, ce que l'on voit à l'heure actuelle, et c'est d'ailleurs intéressant de voir cela dans le slogan qu'ils ont choisi, c'est l'évolution, alors pour parler en très mauvais français, du cure vers le care, c'est-à-dire du soin vers la prévention. Et ce qui est en train de se produire, c'est l'introduction des technologies, en particulier de l'Internet des objets connectés de santé, autour effectivement de l'évolution vers la prévention. Et c'est pour ça qu'un assureur comme Generali est particulièrement intéressé par cela. C'est-à-dire que par définition, on voit bien tous les acteurs, Google y compris, qui se sont positionnés sur l'assurance santé, en particulier aux États-Unis. Et c'est effectivement l'un des marchés essentiels en termes d'évolution de la santé connectée. Et donc, c'est un point important. La question, c'est est-ce qu'on ne va pas aller vers ce que souhaitent les acteurs américains comme Google, c'est-à-dire l'hyper-individualisation de la santé, c'est-à-dire la couverture individualisée et non plus la couverture mutualisée comme nous, Européens et Français, le connaissons avec notre système depuis la Seconde Guerre. Donc c'est vrai que c'est d'un point de vue technologique très intéressant, d'un point de vue sociétal, comme on dit, ça pose des questions nouvelles qu'il faudra évidemment débattre au niveau démocratique pour savoir quel est notre modèle social, quel est notre modèle de couverture sociale avec ces technologies, surtout après la crise Covid qui a justement accentué le besoin. Alors il était à l'instant question du fait qu'on utilisait beaucoup le big data. C'est vrai que la question c'est jusqu'où on ira en termes justement à la fois de surveillance, d'incitation, de nudge, comme on dit dans ces métiers, dans le domaine de la santé. Et c'est vrai que c'est une vraie question, je dirais, politique et pas simplement économique pour les temps qui viennent. Ni technologique. Merci beaucoup. On va suivre effectivement ce projet. Dernière info que je voulais qu'on traite ensemble, c'est Bruno Le Maire qui a revu à la hausse les objectifs, les ambitions de la France en matière de financement des entreprises. Il vise maintenant donc 30 milliards d'euros d'investissement d'ici fin 2022 et plus de 25 licornes en 2025. On en a 14 actuellement. Est-ce que, Christophe Honnête, vous trouvez que c'est trop ambitieux ou peut-être pas suffisamment ambitieux?
Bon, je crois que l'important, c'est de revoir l'objectif à la hausse pour montrer qu'il y a une dynamique. Ouais, Et il y a une 15e licorne depuis hier avec Ledger, vous voyez, donc on voit que ça s'accélère. c'est vrai. Il faut aussi relativiser tout ça. C'est dû à beaucoup des valorisations qui montent beaucoup d'argent disponible. Fait nouveau des investisseurs américains qui viennent investir ou étrangers dans des entreprises françaises, alors qu'autrefois, eh bien, ils incitaient à relocaliser aux États-Unis. Donc aujourd'hui, il y a un écosystème à la fois avec la France et les acteurs à l'international, plus une image de la French Tech qui fait que des entrepreneurs de talent comme David Gurley n'auraient pas besoin d'aller créer leur entreprise aux États-Unis, mais pourraient faire tout leur parcours en France. Donc de ce point de vue, je pense que c'est un message positif, mais il faut aussi relativiser les montants. La France a investi l'année dernière 5,5 milliards d'euros en capital. Le capital risque a représenté 5,5 milliards d'euros. C'est 1/20 de l'investissement aux États-Unis, 1/10 de la Chine. Donc, c'est très en deçà de nos rapports de PIB. Donc, oui, c'est très positif, mais il faut continuer la course parce que les autres ne s'arrêtent pas. Bernard Benamou, je n'aurai pas le temps de vous faire réagir. Je voulais juste terminer sur cette phrase de Bruno Le Maire qui dit « Nous étions une nation de start-up, nous allons prochainement devenir une nation de grandes entreprises technologiques. » À voir, très bien. Je ne vous fais pas réagir non plus, David Gurley, puisque c'est l'heure de votre grande interview. Et donc, on va adresser ces sujets aussi d'attractivité de la France, puisque vous avez des projets ici, sur notre territoire. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débriefé. On n'a pas parlé non plus du portefeuille européen numérique, mais je pense qu'on a le temps d'en reparler, parce que pour l'instant, les choses sont encore floues. Et donc, on a de nouvelles échéances devant nous. Merci Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, et Christophe Honnête, président d'Athéna et conseiller principal chez Apax Partners pour vos débriefs. David Gurley, je le disais, juste après la pause, on se retrouve pour votre grande interview.